Imaginez un navire de guerre tellement immense qu'on peine à croire qu'il ait vraiment existé. Un colosse d'acier capable d'envoyer des obus à plus de 40 km. Une machine de guerre si précieuse que ses propres commandants n'osaient même pas l'envoyer au combat. Voilà ce qu'étaient les cuirassés de la classe Yamato. Et pourtant, malgré toute leur puissance, ils ont tous les deux terminé au fond de l'océan. Aujourd'hui, on plonge, c'est le cas de le dire, dans l'histoire de ces deux monstres des mers, leur construction, leur bataille et leur fin tragique. Pourquoi construire de tels navires ? Pour comprendre pourquoi le Japon a construit les plus grands cuirassés de l'histoire, il faut remonter aux années 1920. Les grandes puissances navales, le Royaume-Uni, les États-Unis, la France, l'Italie et le Japon, continuent de renforcer leur flotte à toute vitesse. Ça commence à ressembler sérieusement à une course aux armements. Pour calmer le jeu, le traité de Washington est signé en 1922. Il fixe des limites claires, pas plus de 35 000 tonnes de déplacement et des canons plafonnés à 16 pouces, soit 406 mm. Sauf qu'il y a un problème de taille, ce traité n'était pas vraiment équitable. Et pour cause, les États-Unis et le Royaume-Uni avaient droit à 525 000 tonnes de navires capitaux. Le Japon, lui, devait se contenter de 315 000 tonnes. Autant dire que cela est perçu comme une injustice, sentiment qui ne va cesser de croître au fil du temps. Résultat, dans les années 1930, le nationalisme monte en flèche au Japon. Le pays quitte la Société des Nations en 1934, se libère de ses engagements internationaux et ses dirigeants militaires commencent à rêver en grand, même carrément en très grand, disons-le. Leur ambition s'étend sur près de 5000 km de la Chine jusqu'à l'île de Midway dans le Pacifique. Pour un empire de cette taille, il fallait une marine à la hauteur. Sauf qu'il y a un obstacle de taille, les États-Unis. À cette époque, l'économie américaine représentait plus de 32% de la production mondiale, contre seulement 3,5% pour le Japon. En termes de construction navale, impossible de rivaliser à armes égales. Des membres du Congrès américain avaient même promis de construire 3 navires pour chaque navire japonais. Alors les stratèges japonais ont opté pour une autre approche. Plutôt que le nombre, miser sur la puissance brute. L'idée était de concevoir des cuirassés tellement redoutables qu'un seul pourrait en affronter plusieurs à la fois. C'est ce qu'on appelait la doctrine Kantai-Keisen, la bataille décisive, une stratégie héritée de la guerre russo-japonaise en 1905, où la marine japonaise avait littéralement pulvérisé la flotte russe en un seul affrontement. Le plan était simple dans sa logique, même s'il était audacieux, attirer la marine américaine jusqu'au bout du Pacifique et lui infliger une défaite écrasante en une seule grande bataille. Et pour que ça marche, il fallait des navires hors du commun. La conception et la construction. Entre 1934 et 1936, pas moins de 24 projets différents sont soumis. Les concepteurs jouent surtout l'armement, la taille, le blindage et la vitesse. Finalement, 2 designs émergent et en 1937, ils fusionnent en un seul plan définitif, le cuirassé de classe Yamato. Ce qui en ressort est proprement titanesque. Commençons par les dimensions. Le Yamato mesure 256 mètres de long. Imaginez 2 terrains de football et demi bout à bout. Sa largeur atteint presque 39 mètres et son déplacement en pleine charge, 72 000 tonnes. À titre de comparaison, les cuirassés américains de la classe Iowa, les deuxièmes plus grands de la guerre, déplaçaient près de 25 000 tonnes de moins. Ces chiffres ne seront dépassés que bien plus tard par les porte-avions géants. Pour le faire avancer, 12 chaudières alimentent 4 turbines à vapeur qui entraînent 4 hélices de 6 mètres de diamètre pour une puissance totale de près de 148 000 chevaux. La vitesse maximale est de 27 nœuds avec une autonomie de 7200 milles nautiques à vitesse réduite. Maintenant, parlons de l'armement. Et là, franchement, on entre dans une autre dimension. L'arme principale du Yamato, ce sont ces 9 canons de 460 mm, les plus grands jamais montés sur un navire de guerre. Chaque canon mesure plus de 21 mètres de long. Ils sont répartis sur 3 tourelles triples et chaque tourelle pèse à elle seule plus qu'un destroyer entier des années 1930. Ces canons pouvaient ainsi envoyer des obus à des dizaines de kilomètres de distance. En armement secondaire, on trouve 12 canons de 155 mm, 12 canons de 127 mm à double usage, sans oublier une défense anti-aérienne conséquente. Bref, le Yamato n'était pas seulement un colosse, c'était une forteresse flottante capable de cracher du feu dans toutes les directions. Et le blindage alors ? Eh bien, il est à la hauteur de tout le reste.
La ceinture principale d'armure sur les flancs atteint 410 mm d'épaisseur, mais c'est autour des tourelles que le blindage est le plus impressionnant, jusqu'à 650 mm. En comparaison, c'est plus épais que certains murs de bunkers. L'acier utilisé était du Vickers durci, et une grande partie de la structure était assemblée par soudage à l'arc. Une technique relativement nouvelle à l'époque, qui offrait une solidité bien supérieure aux méthodes traditionnelles. En théorie, le navire pouvait encaisser des obus de 460 mm tirés à courte portée et résister à des bombes de 1000 kg lâchées depuis 3400 mètres d'altitude. Mais aucun blindage n'est parfait. Le Yamato avait des points faibles, notamment à la proue où le blindage était plus léger et des défauts dans le système de protection contre les torpilles, probablement dû à une construction menée dans la précipitation. À l'origine, 5 navires de cette classe étaient prévus. Finalement, seuls 2 ont été achevés sous forme de cuirassés, le Yamato et le Musashi. Un troisième, le Shinano, a été reconverti en porte-avions après la défaite de Midway en 1942 et coulé seulement 10 jours après sa mise en service par un sous-marin américain. Il reste à ce jour le plus grand navire jamais coulé par un sous-marin. Et chose remarquable, les Japonais ont réussi à garder l'existence de ces colosses secrètes pendant des années. Les Américains n'en ont pris pleinement conscience qu'en 1942, quasiment un an après Pearl Harbor. Et même après, leur dimension exacte restait débattue et souvent sous-estimée. Vous vous demandez sans doute comment un tel secret a pu être conservé. Eh bien tout simplement en maintenant le secret jusque dans les chantiers navals où le navire était construit. Comme à Kure, par exemple, l'un des principaux arsenaux de la marine impériale japonaise. La construction du Yamato était entourée d'un dispositif de dissimulation assez remarquable. L'ensemble du chantier était partiellement recouvert de nattes de paille tressées et de grands filets de camouflage, et ce pour empêcher toute observation depuis les hauteurs environnantes ou depuis les airs. Les rares bateaux civils qui circulaient dans la baie étaient détournés de leur route habituelle pour qu'aucun œil indiscret ne puisse s'approcher. Mais la précaution la plus radicale concernait les ouvriers eux-mêmes. Les milliers d'hommes qui travaillèrent à la construction du Yamato étaient organisés en équipes strictement cloisonnées, chacune assignée à une section précise du navire sans jamais avoir accès aux autres zones. Ainsi, un ouvrier qui passait ses journées à river des plaques d'acier dans la salle des machines n'avait aucune idée de ce à quoi ressemblait la proue. Celui qui travaillait sur les tourelles ne savait rien de la conception de la coque. Chaque équipe ne voyait littéralement que sa petite pièce du puzzle, l'image d'ensemble, ce colosse de 256 mètres qui prenait forme dans le bassin de Radoub, leur était totalement invisible. Le résultat est presque paradoxal. Des milliers de marins ont contribué à construire le plus grand cuirassé de l'histoire sans jamais vraiment savoir ce qu'ils construisaient. Ce n'est souvent qu'après la guerre, quand les archives ont commencé à émerger et que les témoignages ont pu circuler librement, que beaucoup d'anciens ouvriers de Kure ont compris rétrospectivement qu'ils avaient participé à la construction du Yamato. Certains l'ont appris par la presse, d'autres par des anciens collègues. Quelques-uns ont raconté avoir ressenti une émotion étrange à cette révélation, une fierté mêlée de vertige à l'idée d'avoir contribué à quelque chose d'aussi monumental sans en avoir été conscient sur le moment. La guerre vue de loin. On pourrait s'attendre à ce que les 2 plus grands cuirassés du monde aient été au cœur de chaque grande bataille navale. Sauf que non, et c'est là l'une des grandes ironies de leur histoire. Le Yamato et le Musashi étaient tellement précieux, tant en termes symboliques que stratégiques, que l'état-major japonais rechignait à les exposer. Ils passaient le plus clair de leur temps à l'abri dans des bases navales, comme des pièces d'échecs trop précieuses pour être jouées. Le Musashi a été posé en chantier en mars 1938 et lancé en novembre 1940. Lui aussi est resté en retrait la majeure partie du conflit jusqu'à ce qu'une torpille américaine l'endommage en 1944. Le Yamato, lui, a été posé en novembre 1937 et lancé en août 1940, mais n'est entré en service opérationnel qu'en 1942. Malgré son statut de navire amiral de la marine impériale japonaise, il ne s'est directement confronté à des navires ennemis qu'une seule fois pendant la bataille du golfe de Leyte en octobre 1944. La bataille du golfe de Leyte. La situation militaire du Japon se dégrade rapidement. Et pour cause, les Américains ont repris pied aux Philippines et Douglas MacArthur, qui avait promis de revenir après sa fuite de Corgidor en 1942, tient enfin sa promesse. Pour le Japon, perdre les Philippines serait catastrophique. En effet, cela couperait définitivement les lignes d'approvisionnement en pétrole et en matières premières depuis l'Asie du Sud-Est.
La marine impériale n'a donc pas le choix, il faut se battre, quitte à tout risquer. C'est dans ce contexte que s'organise la bataille du golfe de Leyte, la plus grande bataille navale de toute l'histoire, impliquant près de 370 navires et des centaines d'avions des deux côtés sur plusieurs jours. Le plan japonais baptisé Opération Shogo est audacieux mais désespéré. Il repose sur une manœuvre en tenaille. Plusieurs forces navales convergent vers le golfe de Leyte depuis plusieurs directions dans l'espoir d'écraser les navires de transport américains et de couper les troupes au sol de leur ravitaillement. La force centrale, la plus puissante, comprend le Yamato, le Musashi, 3 autres cuirassés, une dizaine de croiseurs et une quinzaine de destroyers. Elle doit traverser la mer du Sibuyan pour atteindre le détroit de San Bernardino, puis fondre sur les navires américains par le nord. Sur le papier, une force impressionnante. Dans les faits, elle avance sans couverture aérienne, digne de ce nom, dans des eaux que les Américains surveillent en permanence. Le 24 octobre 1944, la force centrale est repérée en mer de Sibuyan. Les avions américains décollent par vagues successives depuis leur porte-avions et très vite, c'est le Musashi qui devient la cible prioritaire. Logique, c'est le plus grand, le plus visible, celui qui attire tous les regards et tous les bombardiers. La première vague frappe en milieu de matinée. Une torpille touche le Musashi à la proue. Les dégâts sont sérieux mais maîtrisables. L'équipage contre-inonde pour rétablir l'équilibre du navire et le colosse continue d'avancer. Mais les vagues se succèdent, implacables. Les Américains ont compris qu'une arme unique ne suffit pas. Il faut combiner torpilles et bombes pour submerger les systèmes de contrôle des avaries. Les torpilles ouvrent des brèches sous la ligne de flottaison, obligeant l'équipage à pomper et à contre-inonder en permanence. Les bombes, elles, dévastent les superstructures, tuent les servants des canons aériens et sèment le chaos sur les ponts. 5 vagues d'attaque se succèdent au total. À chaque fois, les pilotes américains prennent soin de cibler le même flanc gauche du Musashi pour aggraver la gîte. C'est méthodique, presque chirurgical. Le navire ralentit progressivement, sa gîte sur bâbord s'accentue. Les tentatives désespérées de l'équipage pour maintenir l'assiette du navire ne suffisent plus. En fin d'après-midi, le bilan est accablant. 17 bombes et 19 torpilles ont touché le Musashi. Pour donner une idée de ce que ça représente, les experts estiment qu'un cuirassé de cette taille aurait dû pouvoir encaisser une dizaine de torpilles avant de couler. Le Musashi en a pris presque le double. Preuve s'il en fallait une, que sa construction était extraordinaire. Mais rien ne peut résister indéfiniment à un tel acharnement. À 19h36, le Musashi bascule sur le côté et disparaît sous les flots. 1023 hommes sur les 2399 qui composaient son équipage périssent avec lui. Les survivants sont récupérés par les destroyers d'escorte. Ce qui rend cet épisode particulièrement frappant, c'est l'écart entre la puissance théorique du navire et la réalité de ce combat. Le Musashi n'a quasiment pas pu riposter efficacement. Ces immenses canons de 460 mm, conçus pour détruire des cuirassés à des dizaines de kilomètres, étaient parfaitement inutiles contre des avions rapides attaquant de toutes les directions. Son blindage colossal, capable de résister aux obus les plus lourds, ne pouvait rien contre les dizaines de torpilles s'engouffrant sous sa coque. La leçon était cruelle, mais limpide. L'ère du cuirassé était révolue. Désormais, c'était l'aviation navale qui devait dominer les océans. Pour ce qui est du reste de la force centrale, le Yamato en tête, elle continua sa route vers le détroit de San Bernardino. Quelques mois plus tard, ce devait être au tour du dernier cuirassé de la classe Yamato de subir le même sort. L'opération Tengo. Début 1945, la marine impériale japonaise n'est plus que l'ombre d'elle-même. La bataille du golfe de Leyte a, comme on l'a vu, été un désastre. Les porte-avions sont coulés ou hors service. Les pilotes expérimentés manquent cruellement. En effet, ils sont morts au combat, remplacés par des recrues à peine formées. Les réserves de carburant fondent à vue d'œil et les forces alliées resserrent leur étau autour des îles japonaises, île par île, atoll par atoll. En mars 1945, les Américains débarquent même à Okinawa, ou plutôt, ils s'apprêtent à le faire, car Okinawa n'est pas une île comme les autres. Elle se trouve à seulement 600 km de Kyushu, la grande île méridionale du Japon. Si les Américains s'en emparent, ils disposent d'une base de lancement idéale pour envahir le cœur même du pays. Pour l'état-major japonais, Okinawa doit être défendu à tout prix. Et quand on dit à tout prix, c'est vraiment à tout prix. C'est dans ce contexte d'apocalypse annoncé que naît l'opération Tengo. Le plan, dans toute sa folie, mérite qu'on s'y arrête un instant. Le Yamato
accompagné du croiseur léger Yahagi et de 8 destroyers, doit appareiller depuis la base de Tokuyama, traverser la mer intérieure, contourner Kyushu par le sud, puis foncer vers Okinawa. Une fois sur place, le Yamato doit s'échouer délibérément sur la plage et utiliser ses gigantesques canons comme artillerie fixe pour détruire autant de navires et de troupes américains que possible. Quand les munitions seraient épuisées, l'équipage descendrait à terre pour combattre comme infanterie jusqu'au dernier homme. Pas de retour prévu, pas de plan B. Le Yamato recevra juste assez de carburant pour l'aller, rien pour un éventuel retour. Et le détail qui achève de rendre ce plan proprement sidérant, aucune couverture aérienne. La marine japonaise ne peut tout simplement plus en fournir. La petite flotte allait donc traverser des centaines de kilomètres de mer ouverte en plein jour dans des eaux totalement dominées par l'aviation américaine. Les officiers qui reçurent l'ordre le savaient. Les hommes d'équipage le savaient aussi pour beaucoup d'entre eux. Plusieurs témoignages de survivants rapportent une atmosphère étrange à bord dans les heures précédant le départ, un mélange de résignation, de fierté et de tristesse silencieuse. Certains marins avaient écrit des lettres d'adieu à leur famille, d'autres avaient tout simplement rangé leurs affaires avec un soin inhabituel, comme on le fait quand on sait qu'on ne reviendra pas. Le 6 avril 1946, en fin d'après-midi, la flotte quitte la base. Elle est immédiatement repérée par des sous-marins américains qui transmettent sa position et son cap. Dans les heures qui suivent, l'amiral Meecher, commandant de la Task Force 58, le groupe de porte-avions américain opérant au large d'Okinawa, reçoit l'information et prépare la riposte. Il dispose de centaines d'avions. Le Yamato n'a quasiment aucune chance et tout le monde le sait des deux côtés. Le matin du 7 avril 1945, la flotte japonaise progresse dans la mer des Philippines. Le ciel est parfaitement couvert, ce qui donne un bref espoir aux Japonais. Mais vers midi, les nuages se dissipent. Et c'est à ce moment que les premiers avions de reconnaissance américains apparaissent, tournoyant au-dessus de la flotte à distance prudente, comme s'ils prenaient leur temps, évaluant calmement la situation avant de lancer leurs camarades à l'attaque. À 12h32, la première vague frappe. Des dizaines d'avions, torpilleurs Avenger et bombardiers en piqué, Endeavour, fondent sur la flotte depuis plusieurs directions simultanément. C'est une tactique rodée, forcer les servants des canons antiaériens à se disperser sur trop de cibles à la fois, saturer les défenses et au final rendre toute riposte cohérente impossible. Le Yamato ouvre le feu avec tout ce qu'il a. Ses canons de 127 mm crachent sans relâche. Il utilise même ses immenses canons de 460 mm chargés d'obus à fragmentation, spécialement conçus pour l'usage antiaérien. Une idée désespérée qui génère des explosions spectaculaires mais peu efficaces contre des avions rapides et manœuvrants. Le spectacle est impressionnant, le résultat décevant. Les premières torpilles touchent le flanc gauche du Yamato, comme pour le Musashi quelques mois plus tôt. Les Américains ciblent méthodiquement le même côté pour provoquer une gîte progressive et incontrôlable. L'équipage contre-inonde les compartiments tribord pour tenter de maintenir l'équilibre du navire. Ça fonctionne partiellement pendant un moment, puis vient la deuxième vague, puis la troisième. Les torpilles s'accumulent sur le flanc gauche. Les bombes ravagent les ponts supérieurs, les incendies se déclarent un peu partout et les communications internes commencent à tomber en panne. Les blessés quant à eux envahissent les coursives et c'est là que la construction extraordinaire du navire force le respect. Le Yamato continue d'avancer, lentement, en prenant de la gîte, en saignant par une dizaine de brèches, mais il avance. Il y a quelque chose de presque irréel dans cette image, le plus grand cuirassé du monde, criblé de partout, qui refuse de s'arrêter. Comme si le navire lui-même refusait d'accepter ce que tout le monde savait déjà inévitable. Mais la réalité finit toujours par rattraper les symboles. À un moment, la gîte sur bâbord devient tellement prononcée que les servants des canons tribord ne peuvent plus pointer leurs armes vers le bas, suffisamment pour viser les avions qui avancent au ras des flots. Le Yamato se retrouve à moitié aveugle, incapable de se défendre correctement d'un côté entier. C'est alors que tombe l'ordre le plus glaçant de toute cette journée. Face à l'évidence que le navire est perdu, le commandant donne l'ordre d'inonder les salles des machines et des chaudières, et ce pour accélérer le naufrage et éviter que le navire ne tombe intact entre des mains ennemies, selon la logique militaire. Mais cet ordre est donné sans avertissement aux hommes qui se trouvent dans ces compartiments. Résultat, des centaines de marins qui continuaient à faire leur travail jusqu'au bout se retrouvent piégés et se noient en quelques minutes.
Ce détail, souvent peu mentionné dans les récits glorieux de la dernière sortie du Yamato, dit beaucoup sur la réalité de cette guerre et sur la façon dont le commandement japonais, dans ses heures les plus sombres, traitait ses propres soldats comme des pièces interchangeables d'une machine de guerre condamnée. Le Yamato ralentit, s'enfonce, gîte de plus en plus. Les derniers avions américains effectuent leur passe presque sans opposition. À 14h23, c'est tout simplement la fin. Une explosion cataclysmique secoue le navire, probablement les soutes à munitions qui sautent en chaîne. Le champignon de feu et de fumée qui s'élève dans le ciel atteint 6100 mètres de hauteur. Il est visible à 200 km à la ronde. Les équipages des navires américains qui se trouvaient à cette distance rapportent avoir entendu et senti le souffle de l'explosion. En quelques minutes, il ne reste plus rien en surface. Le plus grand cuirassé jamais construit repose désormais par 340 mètres de fond, brisé en deux, à environ 200 km au sud-ouest de Kyushu. Sur les 2700 hommes qui composaient son équipage ce jour-là, seulement 202 survivent. Et parmi les morts se trouvent plusieurs officiers supérieurs qui avaient choisi de rester à leur poste jusqu'au bout, dont le vice-amiral Seiichi Ito, commandant de la force navale, qui refusa d'abandonner le navire. L'opération Tengo avait duré moins de 2 heures de combat effectif. Elle n'avait absolument rien changé au sort d'Okinawa et elle avait coûté la vie à près de 4000 marins japonais au total, entre le Yamato, le Yahashi et les destroyers coulés ce jour-là. Ce qui rend cette fin particulièrement poignante, c'est le gouffre entre l'ambition initiale et la réalité finale. Le Yamato avait été conçu pour être invincible, pour terrifier l'ennemi et pour renverser le cours d'une guerre à lui seul. Il finit sa vie sans avoir jamais pleinement accompli ce pourquoi il avait été construit, coulé par des avions, l'arme que personne n'avait vraiment anticipée quand les plans avaient été tracés dans les années 1930. Le symbole et la légende. Alors que la défaite du Japon devenait inévitable, le gouvernement ordonna la destruction de tous les documents et photographies liés au cuirassé de la classe Yamato, pour qu'ils ne tombent pas entre des mains ennemies. La destruction fut tellement systématique que jusqu'en 1948, les seules images disponibles provenaient des Américains prises pendant les combats ou lors de vols de reconnaissance. Cette quasi-disparition des archives a conféré au Yamato et au Musashi une aura à la fois mythique et fantomatique. Au Japon, l'opération Tengo est souvent racontée comme un geste héroïque et désespéré pour protéger la patrie, même si le plan était militairement absurde et le mépris pour la vie humaine flagrant. Et il y a une dernière ironie dans tout ça. Yamato en japonais signifie grande harmonie. C'est aussi l'une des façons les plus poétiques de désigner le Japon lui-même. Quand le cuirassé a sombré le 7 avril 1945, ce n'était donc pas seulement la fin d'un navire, ni même la fin d'une classe de cuirassés. C'était symboliquement la fin d'un empire. Voilà, avant de se quitter, une dernière anecdote. Figurez-vous que ce n'est qu'en 1985, soit 40 ans après le naufrage, qu'une expédition japonaise localise enfin l'épave du Yamato par 340 mètres de fond à environ 200 km au sud-ouest de Kyushu. Ce que les plongeurs et les caméras sous-marines découvrent est à la fois fascinant et troublant. Le navire repose brisé en deux, la violence de l'explosion finale ayant littéralement arraché la poupe de la proue. La tourelle principale avant, avec ses 3 canons de 460 mm, gît séparément sur le fond, éjectés par la force de la déflagration. Autour de l'épave, éparpillés sur des centaines de mètres, des milliers de débris, pièces d'équipement, fragments de métal, ou bien encore des objets personnels des marins. En fait, le fond marin autour du Yamato ressemble à un champ de ruines figé dans le temps. Ce qui frappa le plus les équipes d'exploration, c'est l'état de certaines parties du navire. Malgré 40 ans passés au fond de l'océan, des sections entières de la coque étaient remarquablement bien conservées, témoignage silencieux de la qualité exceptionnelle de la construction. Aujourd'hui, l'épave est classée site protégé par le gouvernement japonais. Elle ne sera pas renflouée, elle restera là où elle est, à 340 mètres sous la surface, dans l'obscurité froide du Pacifique, comme un tombeau pour les milliers d'hommes qui n'en sont jamais revenus. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker ou à la booster. Et dites-moi en commentaire quel épisode de la Seconde Guerre mondiale vous intéresserait pour la prochaine fois. À très bientôt.